Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de juin. Vous commencez à avoir l'habitude, on va parler manga, romans, jeux et animés. J'ai un petit peu de tout à vous proposer ce mois-ci et on va pas perdre de temps, on va attaquer de suite. On commence donc avec les nouveautés manga. J'ai lu une fois de plus beaucoup de nouveautés ce mois-ci et au-delà de ça j'ai beaucoup lu ce mois-ci et j'ai beaucoup de choses à vous présenter. On commence chez Pika avec le premier volume de Réflexion. Ce sera un titre terminé en 5 tomes et c'est par Kei Senbei, donc vous le connaissez peut-être grâce à Erase qui est un de ces mangas qui a eu le droit à une adaptation en animé, ou encore Echoes qui est pour moi un très gros coup de cœur et vraiment j'adore cet auteur. Donc ce titre, comme j'ai dit, sera terminé en 5 tomes. C'est un très bon seinen, on sent déjà dès le départ que le titre est hyper prometteur. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Vraiment, on nous introduit donc dans un univers thriller avec un changement de corps très bien utilisé et déjà beaucoup de suspense. Je suis hyper curieuse de voir comment ce titre va se dérouler et pour le moment c'est du super positif. On reste chez Pika avec le premier volume de Dead Rock, donc le tout dernier titre d'Hiro Mashima, et quelle incroyable surprise pour moi. J'aime beaucoup Hiro Mashima de base, je suis très cliente de ses titres. Il est souvent critiqué à cause de ses chara-design qui se ressemblent, mais franchement si vous lisez Kei Senbei c'est le même problème, hein. Tous ces personnages et surtout tous ces protagonistes ont exactement la même tête dans tous ces titres, donc moi ça ne me dérange pas, au contraire j'apprécie la patte graphique d'Hiro Mashima, et donc voir par exemple un dragon dans ce titre qui ressemble beaucoup à Acnologia de Fairy Tail, ça ne me dérange pas. Je suis très fan de Fairy Tail, donc c'est un peu à double tranchant parce que j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de cet auteur et Dead Rock m'a beaucoup plu. On est dans un univers avec des personnages qui vivent un peu dans l'univers des démons, dans les enfers, et qui sont issus de différentes mythologies, religions, etc., qui sont dieux, demi-dieux ou qui sont affiliés à ça, donc je trouvais ça très intéressant. On a une très bonne palette de personnages avec déjà certains qui se démarquent beaucoup. J'étais assez étonnée de voir que pour un titre d'Hiro Mashima c'est assez violent, il y a du sang, il y a des boyaux, il y a des gens qui meurent, des gens qui sont découpés, etc. Très étonnant venant de lui, plus adulte que ce qu'il a proposé jusqu'ici, et franchement j'apprécie. Et également j'ai beaucoup aimé notre protagoniste qui est finalement protagoniste, antagoniste, on sait pas trop. C'est pas le bon Samaritain qu'on a d'habitude comme on peut avoir un Natsu dans Fairy Tail ou Shiki dans Eden Zero. Là c'est vraiment un personnage un peu plus sombre. Le manga au global a l'air plus sombre et je pars super positif pour ce titre. J'ai beaucoup aimé ce premier volume. On passe chez Crunchyroll avec le premier tome de l'édition Smash Day Kyu qui ne s'apparente pas du tout à une perfecte édition, qu'on se le dise. Il n'y a pas de jaquette, le papier est pas particulièrement quali, il n'y a pas de page couleur. C'est pas une perfecte édition, pour moi ça ne le sera jamais. Ça s'apparente plus à une double, voire triple, parce que franchement c'est épais, édition. Donc très bien si vous voulez que ça prenne pas trop de place dans votre bibliothèque. J'avais commencé à acheter les tomes simples des Kyu parce que je voulais absolument le lire. L'animé est un de mes animés préférés, c'est un énorme coup de cœur pour moi, je suis très fan des Kyu. Mais voilà, quand j'ai vu cette Smash édition qui prendra moins de place dans ma bibliothèque, je me suis dit c'est parfait. Si un jour il sort une perfect, je sais que je la revendrai pour la perfect parce que en termes de qualité c'est pas ouf. Bon, comme d'habitude chez Crunchyroll, le papier est relativement transparent, comme je vous l'ai dit, donc pas de jaquette. C'est pas une très belle édition, même si franchement les couvertures sont travaillées de manière sympathique, les tranches sont jolies, mais comme d'habitude pour moi le travail éditorial de Crunchyroll n'est pas très bon. Mais voilà, ça reste Aikyu et moi je veux à tout prix avoir la complète dans ma bibliothèque. Il me semble que cette édition fera 19 tomes, donc c'est plutôt raisonnable contre je crois 45 ou 48, je sais plus, pour l'édition standard, donc très bien. Ce premier volume était très dense à lire, en tout cas c'est une lecture rentable, ça c'est indéniable, et j'ai beaucoup aimé. Je connais déjà l'histoire, je suis à jour, j'ai vu le film qui est sorti au cinéma très récemment, donc j'en suis à ce niveau là. Donc la fin du match contre Nekoma, vraiment le match de qualification très important. Mais ici voilà, on redécouvre un petit peu tous nos personnages et la formation de l'équipe de volley qui se fait petit à petit, et surtout le développement de l'entente entre Hinata et Kageyama, et j'ai beaucoup aimé. C'est toujours aussi prenant, toujours aussi dynamique, drôle, efficace. Le personnage de Tanaka me fait mourir de rire, et Kyu est pour moi un énorme coup de cœur et un immanquable, que ce soit à l'écrit ou en animé. Les deux sont très intenses et très efficaces, et voilà, cette Smash édition c'est la bonne occasion de commencer la lecture. On passe chez Komiku avec le premier volume du titre Le 7ème Prince Démon. Une assez bonne surprise pour ce titre, réservé à un public averti parce qu'il y a des scènes assez violentes. C'est vraiment une histoire de vengeance et de réincarnation. D'habitude pas trop mon truc les histoires de réincarnation, mais là c'est tellement bien abordé que j'ai apprécié. Un démon
qui est anciennement un humain qui voulait tuer les démons, donc il va se venger, avec un petit peu des réflexions un peu plus poussées. On sent que d'un côté il est un peu tiraillé avec son côté démon et son côté humain, c'est très agréable. Les chara-designs sont ultra chouettes et j'ai vraiment trouvé cette lecture hyper agréable. C'est très prometteur à voir par la suite parce que c'est encore qu'un premier tome, mais je suis assez confiante et je pense que ce titre a beaucoup de potentiel. On passe chez Omake avec le premier tome de Tokyo Survivors, un nouveau thriller qui me laisse un petit peu étonnée, je dois dire, par cette lecture. On tombe donc dans ce premier volume où nos 4 protagonistes finissent tout seuls. Tout le monde disparaît dans tout Tokyo, ils font le tour de Tokyo, il n'y a plus personne, plus aucun humain, ils sont plus que eux 4. Et c'est un petit peu tout pour le postulat de base. On voit qu'il y en a déjà un de nos 4 personnages qui est un peu spécial et à mon avis peu recommandable, qui va poser des problèmes par la suite, mais pour le moment c'est un peu tout. Donc ça reste mystérieux, c'est un premier tome assez introductif qui ne nous laisse pas encore vraiment présager de ce qui va se passer dans cette série. En même temps elle fait que 5 volumes, donc j'espère que le prochain tome accélérera les choses, mais je pense que la lecture d'un second volume me paraît nécessaire pour juger ce titre. Ensuite chez Albin Michel dans leur nouvelle gamme Coda, donc en webtoon, j'ai lu le premier tome de Our Beloved Summer, donc une petite à peu près ennemie to lovers, c'est pas vraiment ennemi mais voilà c'est l'idée, ils s'aiment pas et ils vont finir par s'apprécier. Donc une romance lycéenne qui se passe en Corée, franchement très sympathique. Un premier tome agréable à lire que j'ai apprécié, ça me fait un petit peu peur, c'est que le prochain tome sera sûrement le dernier au vu du nombre de chapitres par tome et du nombre de chapitres que Webtoon fait. Je pense que le second sera le dernier, ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai peur que ce soit rapide. Et en même temps, si ça permet de pas avoir les personnages qui tournent en rond, ça peut être chouette. Pour le moment, le premier tome était une très chouette lecture. J'ai apprécié surtout notre personnage féminin et je suis quand même curieuse de découvrir la suite et fin. On reste chez Albin Michel dans la gamme Coda avec les 2 premiers volumes d'Autrice de ma destinée. Et là je suis très convaincue, j'ai adoré ma lecture. Déjà je trouve les couvertures superbes, les chara-design le sont aussi. C'est vraiment une histoire très qualitative, c'est très joli. Les dessins autant que les couvertures, tout est très chouette dans ce titre. J'ai adoré ces 2 premiers tomes, on est vraiment sur un postulat de base basique, vu et revu, d'une jeune femme qui se réincarne dans un roman qu'elle lisait, comme on voit super souvent au webtoon. Seule nuance, là c'est le roman qu'elle a écrit, donc c'est assez intéressant et j'adore notre héroïne. Elle est juste, mais en même temps elle n'hésitera pas à faire... vous le verrez peut-être dans le 2e tome si vous lisez, une vengeance contre certaines personnes qui ont lui mis des bâtons dans les roues, qui l'ont maltraitée par le passé. C'est une femme forte, intéressante, on sent qu'il y a une romance qui se développe, mais au-delà de la romance, il y a beaucoup d'éléments de récit qui sont très intéressants, que ce soit la relation un peu avec la personne qui lui sert de figure paternelle mais qui n'est pas son père, ses pouvoirs qui se développent parce qu'elle est magicienne, il y a beaucoup d'éléments et j'ai beaucoup aimé. Très positif pour ces 2 premiers volumes et j'ai déjà hâte de lire la suite, je l'avoue. On revient à Hiromashima, mais cette fois-ci chez Glénat. Tout comme Ekiyu, j'avais acheté des tomes de l'édition simple de Rave, mais quand j'ai vu qu'ils proposaient une perfecte édition avec des bonus, des pages couleurs et du papier, franchement Kali, ce tome est très lourd. Je me suis dit voilà, autant prendre la perfecte. J'avais pas commencé mes tomes simples de Rave que j'avais acheté d'occasion il y a très longtemps. Donc voilà, j'ai sauté le pas et j'ai pris cette Perfect Edition. En termes d'édition, c'est très chouette, voilà. C'est pour ça que je vous disais que la Smash Edition d'Ekiyu pour moi n'est pas une Perfect Edition du tout. Ça c'est une vraie Perfect Edition avec une jaquette, des pages couleurs, des chapitres bonus, du papier qualitatif, vraiment ce qu'on attend d'une édition, d'une dernière édition qu'on propose pour un titre. C'est ma première découverte de Rave, je sais qu'il y a un animé que pour ma part je n'ai jamais vu et le manga que je n'avais jamais commencé. Donc c'est vraiment le premier manga d'Hiromashima qui a percé, donc depuis bon, on en a eu beaucoup, on a eu Fairy Tail, Eden Zero, là on a Dead Rock, il y a eu Gate of Nightmare en 2 volumes qui a été publié récemment. Il y a tous les titres dérivés de Fairy Tail qui sont proposés, Monster Soul, et il a même écrit des titres dans l'univers des jeux Monster Hunter, donc vraiment Hiromashima est partout chez nous. Mais moi c'est ma première découverte de Rave et je suis très contente. Ce premier volume m'a beaucoup plu, alors les dessins sont vieillissants, c'est pas forcément les dessins que je préfère, je vous l'avoue, au niveau des planches c'est pas top. La formation de l'histoire est assez classique, shonen à l'ancienne, où quelques pages, quelques chapitres vont nous permettre de découvrir un nouveau personnage qui va se joindre à l'équipe pour former un petit peu tout le groupe qu'on va suivre au fur et à mesure de l'histoire. Mais je suis assez étonnée de l'originalité du postulat de base de qu'est-ce que Rave et quels sont les pouvoirs de notre personnage principal. C'est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude et la quête est très sympathique aussi. Donc écoutez, je pars très positive. J'avais acheté le premier volume pour un peu jauger si j'avais envie d'acheter la suite ou pas. Et je vais clairement acheter la suite, j'ai beaucoup apprécié ma lecture.
De chez K-Books, ensuite, j'ai lu le premier tome de Naniac, La promesse de l'orchidée, donc le premier volume de ce webtoon adapté au format papier, qui est un titre plutôt horrifique, et je dois dire que j'ai pas été transportée par ma lecture. On est sur quelque chose de très basique, une histoire d'horreur comme on peut en voir souvent avec un univers de yokai, donc dans le folklore coréen, c'était ça qui m'attirait, finalement c'était pas incroyable. J'ai surtout pas trop apprécié notre protagoniste qui est banal au possible et qui est pas intéressant et qui fait que l'histoire est pas si accrocheuse que ça. C'est dommage parce que j'aurais pu apprécier, mais voilà, je continuerai pas ce titre et il n'a pas piqué ma curiosité. On passe chez Soleil Manga avec le premier volume de Seventeen Again. J'avais très peur de tomber sur une énième romance qui ressemble à toutes les autres romances shoujo qu'on peut avoir vues ces dernières années et j'ai plutôt apprécié. On est sur une romance un petit peu plus adulte, entre guillemets, ça reste des lycéens, que ce qu'on peut voir d'habitude est plus réaliste et j'ai vraiment apprécié nos personnages avec une jeune fille qui malheureusement a son ex-petite amie qui a disparu du jour au lendemain, qui a un autre garçon dans son entourage qui s'intéresse à elle. Ce principe de disparition de la personne rend la chose originale et intéressante. Je suis assez piquée par ce titre, très curieuse de voir comment ça va évoluer parce que vraiment le petit ami qui a disparu et qui apparemment va peut-être réapparaître par la suite, ça me donne très envie d'en découvrir plus et je pars hyper positif. Ça fait longtemps que j'ai pas été un petit peu emballée par une romance shoujo, en ce moment je suis plus romance shonen, ce qui est très étonnant, mais voilà, vraiment je pars hyper positive. Chez Delcourt ensuite j'ai lu la série en 2 volumes Alice in Kyoto Forest et là pareil je suis un peu mitigée. Déjà quand j'ai vu les couvertures je me suis dit waouh les dessins ça va être trop beau. À l'intérieur les planches ne sont pas au niveau des couvertures, c'est pas moche mais c'est pas aussi joli et malheureusement c'est un petit peu décevant quand on voit l'argument marketing sur la couverture avec de très beaux dessins. On s'attend à ce que ce soit aussi qualitatif excusez-moi à l'intérieur et ce n'est pas du tout le cas. Pour l'histoire c'est une histoire plutôt banal qui s'apparente à Alice au Pays des Merveilles avec quelques éléments de récit quand même qui changent. Bon malgré tout c'est pas l'histoire de l'année et malheureusement je n'ai pas du tout accroché au personnage d'Alice que je trouve plus agaçante qu'autre chose et c'est dommage. Donc voilà, l'histoire était plutôt agréable, bien écrite mais c'était trop lent pour moi et vraiment Alice j'ai pas accroché du tout. On passe chez Vega Dupuis avec le premier volume de Gifted, donc un nouveau titre qui est un shoujo de détective comme on peut en voir pas mal en ce moment. Ça s'apparente un petit peu à Ronkamono no Hashi si vous voulez un comparatif, donc qui est édité chez Mangetsu si je dis pas de bêtises. Et vraiment je pense que ces dernières années on a trop bouffé de titres de détective entre Gourmet Détective, Ronkamono no Hashi, Arsène Lupin, Moriarty, il y en a eu beaucoup. Et ce qui fait que c'est très dur de se démarquer et c'est la faiblesse de ce titre. C'est un beau premier tome qui nous introduit une histoire de détective mais c'est un peu tout. On a une petite notion de surnaturel qui vient un peu pimenter le récit. Vraiment pas assez pour me donner envie de lire la suite. Les personnages sont relativement agréables mais c'est trop banal pour que je continue à lire. Malheureusement je suis de plus en plus sévère dans mes choix de lecture parce que je lis beaucoup et qu'il faut que je sois critique pour pas être submergée par les lectures et donc je ne vais pas continuer ce titre. On continue chez Vega Dupuis avec 36 000 Seconds in a Day et cette fois-ci une fois de plus j'ai beaucoup aimé. C'est également une romance, un shoujo mais du point de vue masculin donc c'est assez étonnant. C'est plusieurs garçons qui ont des points de vue assez différents sur l'amour qui vont se retrouver plus ou moins embarqués dans des relations. Alors pour le moment on est un petit peu aux prémices de tout ça. La sexualité il n'y est pas abordée mais malgré tout je lui vois un petit peu un effet Blooming Girls au masculin. Alors pour le moment c'est moins bien que Blooming Girls parce que vous savez que c'est un coup de cœur absolu pour moi mais j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture et je suis très curieuse de découvrir la suite. Pour le moment c'est hyper prometteur et j'ai hâte de voir comment nos personnages vont faire évoluer chacune de leurs relations. En tout cas j'ai beaucoup apprécié. On continue chez Vega Dupuis mais cette fois-ci du côté webtoon avec Un mari d'enfer. J'ai adoré cette lecture, c'était super bien. Une fois de plus une histoire un petit peu type réincarnation etc. Mais avec vraiment des personnages atypiques, un univers atypique et une romance qui se développe avec le personnage masculin qui change tellement. Je veux pas trop vous en dire parce que ça spoil vraiment ce premier tome mais avec un personnage masculin qui change beaucoup de ce qu'on voit d'habitude et je pars trop positive pour ce webtoon. J'ai tellement aimé ma lecture, je vous recommande de lui laisser sa chance parce que j'ai vraiment adoré. On va chez Vega Dupuis avec le premier tome de End of Fate, donc également un webtoon adapté au format papier avec un petit peu
Ça se voulait original et finalement ça tombe dans des codes un peu faciles. C'est une jeune femme qui en gros voit au-dessus de la tête des gens leur passé, leur présent et leur avenir écrit dans une petite phrase et qui a la possibilité de réécrire certains éléments. Malheureusement notre protagoniste n'est pas intéressante. Elle ne m'a pas du tout fait accrocher au récit, je peux même dire que je ne l'ai pas trop apprécié et c'est dommage parce que le postulat de base était sympathique mais les personnages ne m'ont pas plu. Donc voilà, je pense que je vais pas continuer, c'était pas mauvais mais c'était trop faible pour donner envie de continuer à lire ce titre. On termine chez Vega Dupuis avec le premier volume de Tsubaken. Pareil, je partais très positive pour ce titre et j'ai été déçue. On est sur un monde un petit peu futuriste où l'accès aux médias et à la culture en général s'est tari. On ne sait pas encore pourquoi. Mais en gros, pouvoir obtenir un film, de la musique ou un jeu vidéo, ça devient un luxe et surtout de la contrebande. J'ai adoré le principe de cet univers, je trouvais ça super intéressant et malheureusement dès ce premier volume, cette notion est mise au second plan pour mettre en avant un lycéen qui a l'habitude de se bastonner, qui se fait virer de partout parce qu'il est orphelin, donc un petit peu un personnage plus que classique. Et c'est trop dommage parce que vraiment l'univers donnait envie. Quelque chose d'original, quelque chose de travaillé et malheureusement on tombe très vite dans quelque chose d'assez facile scénaristiquement et c'est dommage. Donc voilà, ça me donne pas envie de continuer, l'histoire de fond était très bonne mais le déroulé de ce premier tome ne m'a pas convaincue. On va chez Kana avec le premier volume de la boutique d'Artefact, un titre qui me tentait bien, donc un manga français, j'adore avoir la possibilité de mettre en avant les titres français, malheureusement c'est pas le titre qui m'a le plus convaincu. On est donc à Paris dans un univers un petit peu fictif où on peut avoir un puits qui répond à notre vœu et il peut se manifester soit en nous, soit à travers un objet qui sera donc un artefact. Et il y a des boutiques qui revendent les artefacts de certaines personnes qui n'en ont plus l'utilité et quelqu'un qui hérite de cette boutique de son grand-père et malheureusement le personnage n'est pas super intéressant, ce que j'ai préféré c'est l'espèce de petite mascotte, vous savez, qui se promène avec lui, qui est une petite poupée qui vit. Et c'était très long à lire, il y avait vraiment une surabondance de bulles de texte qui rendait la lecture longue et fastidieuse et l'univers est sympathique mais pas assez accrocheur malheureusement. Pareil, c'est de ces titres qui étaient pas mauvais mais qui sont pas assez bons pour que je les poursuive au vu du volume de lecture que j'ai, donc je préfère abandonner là. On va chez Doki Doki avec le premier volume de 404 Démons, donc un nouveau titre dans l'univers un peu Momotaro, comme on le connaît déjà, avec la bataille entre les Momotaro et les démons. Un postulat plutôt classique pour ce premier tome, mais avec un protagoniste assez intéressant et surtout un personnage qui se réincarne en poussin, ce qui amène énormément d'humour dans ce premier volume. C'était assez introductif, on découvre surtout nos personnages et l'univers et le temps que certains personnages ont pu passer en attendant que l'autre se réincarne. Plutôt sympathique, je pense que j'aurais besoin d'un second tome pour vraiment jauger ce titre. On passe chez Meian avec les deux premiers volumes de Brisé par ton amour. Ce n'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est une réédition et j'avais déjà lu les 4 premiers volumes de la première édition de ce titre qui ont été un gros coup de cœur pour moi. Je préfère vous faire un disclaimer assez rapidement, c'est un titre que je conseille pour un public plus qu'averti. C'est même pas une notion de 18 ans et plus, pour moi c'est une notion de à quel point votre cœur est accroché. On a des scènes très violentes d'agression, d'harcèlement et de viol dans ces premiers tomes. Je trouve que ça dépeint parfaitement le harcèlement scolaire et autres événements que certaines personnes peuvent vivre, même le harcèlement à la maison de parents sur leurs enfants, mais je vous recommande de le lire si vous êtes une âme pas trop sensible parce que ces premiers tomes peuvent vraiment brasser. Moi je sais que je les ai lus, je suis un public assez sensible et ça me trotte quand même quelques temps dans la tête après les avoir lus. Malgré tout j'adore ce titre, on découvre Kanae, une jeune fille qu'on peut qualifier de folle, je pense, qui a de gros problèmes de harcèlement à l'école et qui va arriver à les retourner contre sa harceleuse d'une manière pas du tout correct, mais c'est le cas. C'est un titre vraiment très prenant, mais il faut être émotionnellement accroché pour le lire je pense. Pour ma part c'est un coup de cœur. Donc voilà, donc ces deux premiers volumes sont une réédition et nous allons donc enfin avoir la suite de Brisé par ton amour. Ça fait plusieurs années que la série était en pause et ça y est, ça repart. Il y a déjà 7 tomes édités au Japon. Cette nouvelle série nous permet donc d'avoir déjà de nouvelles couvertures qui sont vraiment très belles et plus jolies que les premières, je dois l'avouer. Et aussi des chapitres bonus sur le personnage et le passé de Ichika, que vous connaîtrez peut-être si vous avez déjà lu et que sinon je vous recommande de lire en gardant à l'esprit qu'il faut quand même être accroché pour lire ce titre.
On va chez Mana Books avec le premier volume de Dark Souls Redemption et comme d'habitude, même si je suis très fan de jeux vidéo, les mangas sur les jeux vidéo ça passe pas très bien avec moi. Alors pour ma part j'ai jamais joué à Dark Souls, je ne pense pas que je vais y jouer, c'est pas du tout mon style de jeu, moi me faire souffrir en jouant c'est pas mon kiff. Je comprends que vous appréciez mais moi c'est pas du tout ce que j'apprécie. Et au niveau du manga c'est creux, c'est très creux. Il se passe pas grand chose dans ce premier tome, on a très peu d'explications que ce soit sur les personnages, sur l'univers, les dessins sont plutôt agréables bien qu'un peu brouillons et vraiment ce premier volume est très plat et creux. Je suppose que vous aurez certaines références si vous avez joué à Dark Souls mais si comme moi vous avez jamais joué au jeu, alors je vous l'avoue je l'ai pas acheté, je l'ai reçu en service presse hein, sinon vu que j'ai pas de notion du jeu je l'aurais pas acheté. Je vous le recommanderais pas forcément, par contre si vous êtes fan du jeu vous y verrez peut-être quelque chose que je n'ai pas su voir à travers cette lecture mais malheureusement pour moi c'est vraiment une lecture pas dingue. On va chez Kurokawa avec le premier volume de She's Beautiful, un titre qui arrive assez tardivement chez nous, un thriller qui est apparemment déjà très connu au Japon. Je vous avoue que moi c'est vraiment une première découverte et j'ai adoré. On est plongé dans un univers réaliste mais très étrange où des jeunes filles sont vraiment élevées un peu sous cloche dans un univers complètement fermé qu'elles ne sont pas censées quitter un jour. Une jeune femme s'endort un jour au cours d'un accident, enfin elle perd connaissance au cours d'un accident et se réveille plusieurs années plus tard et tous les jours apparemment elle perd la mémoire de sa journée, de tous les événements, elle revit en boucle sa journée. On peut partir du principe que c'est quand même un postulat assez vu et revu, assez facile, mais qu'est-ce que c'était captivant parce que comme elle, on n'a aucune information, on est vraiment plongé dans cette maison où elle se réveille un matin et où elle n'a aucune information, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là, combien d'années elle a passé là et elle a juste une jeune fille qui vivait avec elle dans cet endroit donc sous cloche qui lui explique tous les matins la même chose et on sent une atmosphère pesante et étrange autour de cette jeune femme et c'est super intéressant. Vu qu'on est plongé dans ses yeux on découvre au fur et à mesure avec elle et le mystère est super chouette. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça change de ce que j'ai pu lire jusqu'ici, c'est un thriller très original et je pars très positif pour la suite. On va chez Kurokawa avec le premier volume de Ansel Sakamichi que j'ai trouvé décevant sur tous les points. Déjà bon je l'ai reçu en service presse parce que vous savez sûrement que moi le sport ça me passionne pas trop et le cyclisme vraiment pas. Il faut vraiment me proposer une lecture dynamique type AQ pour me faire accrocher à un manga de sport, ce qui n'est pas le cas avec Ansel Sakamichi. Je pense que si vous n'êtes pas un peu branché cyclisme ça va être compliqué, donc au niveau de la lecture ça m'a pas trop plu et au-delà de ça je trouve cette édition décevante. On dirait, vous savez, des fois je reçois des épreuves non corrigées, c'est-à-dire des mangas qui sont imprimés mais qui sont pour les personnes, voilà, la presse, etc. pour découvrir le titre. Ce titre n'a pas de jaquette. Juste une couverture comme ça, je ne comprends pas. Il est vendu au même prix que les mangas d'habitude. Moi je l'ai reçu en service presse donc je ne l'ai pas payé, mais je trouve ça pas normal de faire payer comme ça le même prix alors qu'il n'y a pas de jaquette. Alors c'est en collaboration avec l'équipe, très bien pour ceux qui lisent, il me semble que c'est un journal hein. Moi le sport c'est vraiment pas mon truc, mais voilà, donc déjà je comprends pas pourquoi il n'a pas eu le droit à une baisse de prix alors que l'édition est moins bien que les autres. Au-delà de ça, l'histoire ne m'a pas intéressée. Si vous aimez le cyclisme et les lectures quand même un peu enfantines parce que notre personnage principal en termes de maturité c'est pas tout à fait ça, vous apprécierez peut-être. Pour votre information, il y a un animé qui est disponible et qui apparemment marche plutôt bien et ce titre fait plus de 70 tomes au Japon, ce que je trouve incroyable pour un titre de cyclisme, donc c'est bien qu'il a son public mais ce ne sera pas moi. On passe chez Kotun avec le premier volume de l'Impérieux Destin du docteur Elise. Encore une histoire de réincarnation mais un petit peu plus poussée que ça, c'est-à-dire que c'est une jeune femme de l'aristocratie qui meurt, qui se réincarne en Corée à notre époque, qui devient médecin, qui remeurt et qui revient dans son corps d'origine mais beaucoup plus tôt avant sa mort. C'est un petit peu sa seconde chance dans son univers à elle en gardant toutes les connaissances de médecine qu'elle a pu avoir et ce titre est très tourné autour de la médecine. Alors ça reste des notions de base que je pense on a tous mais c'est vraiment sympathique. On a une protagoniste qui change, on lui a proposé un mariage avec un aristocrate de rang très élevé mais elle a préféré devenir médecin. Il se passe beaucoup de choses dans ce premier tome, ça a vraiment piqué ma curiosité et j'ai
beaucoup apprécié ma lecture. On termine les tomes 1 avec une intégrale en 2 volumes. Pour une fois, ce n'est pas des mangas, c'est assez rare. Ce sont des comics. J'en lis presque jamais. D'habitude, j'aime pas vraiment ça. J'ai essayé à de nombreuses reprises et j'ai jamais trouvé mon bonheur dans cette catégorie de lecture. Mais là, quand j'ai vu que Urban Comics sortait l'intégrale des comics Life is Strange dans une nouvelle édition, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. J'avais la première édition passée qui faisait, je me crois, 5 ou 6 tomes. Et donc ça, c'était la bonne occasion de lire ce titre. Si vous avez joué à Life is Strange, vous savez que c'est un titre très prenant, très touchant, qui pour moi est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué parce que c'est des jeux que je trouve particulièrement marquants et qui nous marquent pour longtemps. Donc j'ai beaucoup aimé le jeu. Ce titre nous propose une suite, vous saurez dans Life is Strange qu'il y a 2 fins possibles, donc c'est la suite qui se passe après une des fins, donc la fin si nous gardons Chloé auprès de nous, donc auprès de Max, après les événements qui se passent à Arcadia Bay dans le jeu. Donc voilà, le tome 1 était très chouette, il s'y passe beaucoup de choses, on découvre l'univers, la suite du cataclysme qui a touché Arcadia Bay et les différents événements et également la nouvelle vie de Max et Chloé. C'était très intéressant, il s'est passé beaucoup de choses dans ce premier tome, assez étonnantes. Beaucoup moins convaincue par le second volume malheureusement, je sais pas pourquoi, quand il y a des personnages qui ont un pouvoir dans un titre, on s'est obligé de mettre dans son entourage d'autres personnages avec des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est acquis que là, dans cet univers, ce sont des humains normaux qui n'ont pas de pouvoir, et bizarrement, dans l'entourage de Max, ils sont déjà 3 à avoir des pouvoirs. Enfin, j'aime pas du tout quand les récits prennent cette tournure, je trouve ça toujours très décevant. Nous pouvons laisser nos protagonistes être les seuls à avoir des pouvoirs, ça le fait très bien. Ne vous sentez pas obligé d'ajouter d'autres personnes avec des pouvoirs, moi je trouve que ça casse la crédibilité du titre. Sinon la lecture était agréable, la fin assez prévisible et en même temps plutôt touchante. J'ai globalement apprécié, si vous êtes fan de Life is Strange vous aimerez, je pense que c'est un titre par contre qui se lit une fois, je me vois pas faire une relecture là-dessus mais c'était très chouette. On passe au one-shot tout d'abord avec Chronique de l'île éphémère édité chez Nazca qui est donc un petit recueil de 3 histoires dans un style aquarelle très particulier que j'ai beaucoup apprécié. Le style graphique change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude, je pense que ça passe ou ça casse, moi j'ai trouvé ça sympathique. J'ai pas trouvé les très jolis mais j'ai adoré la façon dont les couleurs sont ajoutées à ce titre, c'est pastel, c'est très mignon, j'ai beaucoup aimé. Par contre au niveau de la lecture je suis un petit peu déçue, déjà c'est ce genre de titres vous savez qui se veulent un peu philosophiques, un peu pensés, poussés et qui résultat sont des fois un peu incompréhensibles à la lecture, ce qui est dommage. Et au-delà de ça j'ai trouvé que les 3 histoires étaient trop courtes, c'est dommage parce que le recueil est très peu épais, on aurait pu un petit peu plus pousser les histoires et leur donner plus de contenance. C'était sympathique mais en toute sincérité je le relirai pas. Second et dernier one-shot, il s'agit de La vie d'Otama, édité chez Kana, donc un grand format comme ça, biographique, qui nous raconte la vie d'une jeune femme qui a fait de la peinture. Et d'habitude les biographies, j'apprécie plutôt ça, biographie ou autobiographie, j'apprécie plutôt ça, mais là j'ai trouvé cette lecture terriblement plate. En fait on suit la vie d'Otama mais pendant une grande période de sa vie il ne se passe pas grand chose et je suis pas sûre que c'était la période la plus passionnante à raconter et elle est très vite éclipsée par son mari. Si je prends un titre et que j'ai envie de découvrir la vie d'une jeune femme qui a marqué l'histoire par son côté féministe et aussi par ses capacités de dessin, c'est pas pour qu'on me parle pendant plusieurs chapitres de son mari et qu'elle soit complètement éclipsée de l'histoire, c'est vraiment dommage. C'était plutôt sympathique à lire mais franchement c'est vraiment pas la meilleure biographie qu'on a mis entre mes mains. On passe aux suites de manga et là aussi j'ai beaucoup de choses à vous présenter donc accrochez-vous bien. On commence chez Kana avec le 6e volume de 4 frères pour moi, un volume très intéressant qui permet déjà un fort rapprochement entre nos 2 protagonistes mais aussi une potentielle romance pour un des petits frères d'Ito. Je suis très curieuse parce que la différence d'âge entre la personne qui a l'air de lui plaire et lui est très grande, je me demande comment ça va être amené, comment ça va se passer et en même temps j'ai beaucoup apprécié ma lecture donc voilà, je continue très positive pour ce titre. On commence chez Kana avec le 10e tome de Boys Abyss, une lecture que j'apprécie particulièrement, toujours aussi dérangeante et captivante. Ce tome nous a permis de découvrir le passé des parents de notre protagoniste et avec pas mal d'éléments que je n'ai pas soupçonnés qui m'ont beaucoup étonnée. Je pense que le prochain tome sera un flashback aussi et je vais beaucoup apprécier parce que ce flashback est vraiment également captivant. On continue chez Kana avec le 24e tome de l'édition Okage de Naruto, première découverte de Naruto pour ma part et un petit peu déçue globalement par ce tome. On termine l'arc Pain donc avec la confrontation entre Naruto et Pain puis avec la discussion avec Nagato et j'ai trouvé ça tellement facile scénaristiquement
et décevant. Dommage de prendre une tournure aussi prévisible et classique. J'aurais voulu quelque chose de mieux. J'en attends vraiment mieux des prochains arcs parce que là c'était vraiment décevant. On reste chez Kana avec le 6e volume de The Danger in My Heart. Si vous n'avez pas découvert ce titre, que ce soit au format manga ou encore mieux à mon sens au format animé, je vous recommande de le découvrir. Pour ma part c'est un gros coup de cœur. Je vous recommande plus l'animé parce que pour moi le manga est écrit très petit et j'ai beaucoup de mal à le lire. Vraiment il y a certaines bulles qui sont comme ça, c'est hyper tendu pour les lire. Pour autant ça reste une super histoire. J'apprécie beaucoup cette romance, c'est un shonen mais une très bonne romance. Et ça faisait des années que j'avais pas pris autant de plaisir à en découvrir une. C'est vraiment un titre que je vous conseille et j'adore nos deux protagonistes et la relation qui se développe entre eux petit à petit. On reste dans les romances mais sous une toute autre forme avec le 3e volume de L'enfant en moi. On parle donc d'une grossesse adolescente dans ce titre avec une lycéenne qui tombe enceinte. J'apprécie particulièrement son petit ami très présent et très responsable vis-à-vis de cette situation. Ce tome nous a permis de découvrir les points de vue des mamans avec une maman peut-être un peu plus extrême qu'une autre et qui aimerait décider pour ses deux enfants de ce qu'ils doivent faire. On sent qu'avec la famille ça va être compliqué et que bientôt il va falloir assumer aussi à l'école et auprès des amis. Je suis très curieuse de découvrir la suite. Ce titre est une super bonne surprise et il est très intéressant. J'apprécie énormément ma lecture. Dernier roman chez Kana et encore un tout autre style avec un shoujo assez classique avec 4 frères pour moi, un titre que j'apprécie beaucoup, une romance assez agréable dans un univers de famille recomposée. Nos deux protagonistes se rapprochent pas mal dans ce volume, mais ce qui a le plus piqué ma curiosité c'est que potentiellement un des frères d'Ito a peut-être une jeune femme qui lui plaît dans le collimateur. La différence d'âge est très grande et je me demande comment cette relation va évoluer. Je suis curieuse, c'est toujours aussi drôle parce que l'humour est présent et vraiment une très bonne lecture. On passe chez Vega Dupuis avec le second volume de Peleliu Gaiden. C'est donc la suite de Peleliu, plus ou moins. Ce seront plutôt des chapitres oubliés qu'ils n'ont pas pu insérer dans le manga en 11 tomes qu'ils nous proposent aujourd'hui. Et j'ai beaucoup apprécié, on peut redécouvrir ou découvrir certains personnages. Et j'ai particulièrement apprécié dans ce tome le fait qu'on découvre le point de vue du côté américain sur la guerre qui s'est passée entre les Japonais et les Américains à Peleliu. Une lecture vraiment très agréable. On reste chez Vega Dupuis avec le second tome de Death Game et pour le coup je suis bien moins convaincue. Le premier volume était plutôt agréable à lire mais j'avais dit que j'avais besoin d'un second volume pour mieux comprendre l'histoire. Franchement il y aurait pu avoir une intrigue autour du policier qui n'a pas vraiment tué apparemment la personne pour laquelle il est accusé de meurtre. Seulement cette intrigue est beaucoup mise de côté pour plutôt voir les prisonniers souffrir et se dépatouiller pour essayer de survivre au jeu de la mort dans lequel ils sont inscrits. C'est dommage, c'est un peu creux et c'est pas toujours passionnant à lire, c'est pas un mauvais titre mais je ne vais pas le continuer pour autant. On passe chez Pika avec un autre titre coup de cœur, Fairy Tail 100 Year Quest, le 16e tome, donc la suite directe de Fairy Tail écrite par Hiro Mashima, on en aura beaucoup parlé aujourd'hui. L'animé commence pour moi samedi, nous sommes le 1er juillet quand je filme ça et le 7 juillet l'animé sort enfin. J'ai regardé les 3 premiers épisodes en avant-première au cinéma quand ils ont été diffusés et le coup de cœur est immense et j'adore la lecture du manga mais l'animé pour moi est encore un cran au-dessus. Cette suite de Fairy Tail nous permet de découvrir la quête de 100 ans qui avance très bien dans ce tome avec une nouvelle confrontation contre une guilde qui change vraiment de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Les combats étaient très chouettes, on a eu quelques révélations autour du personnage de Jelal et vraiment un plaisir de A à Z, le coup de cœur est énorme. Chez Doki Doki, j'ai lu le 4e volume de Conqueror of the Dying Kingdom, un isekai qui change beaucoup avec un univers vraiment très travaillé, le world building est assez impressionnant. Ce tome nous aura permis de découvrir différents pays, les conflits qu'ils entretiennent, la notion de religion, etc. Vraiment un tome très complet et passionnant, l'univers est très riche et j'apprécie beaucoup, j'adore cette lecture et je vous la recommande. On reste chez Doki Doki avec le 10e tome de Freya, l'ombre du prince. Si vous aimez Call Game ou Nina du royaume aux étoiles, je ne peux que vous recommander ce titre. Dans ce tome, la guerre bat son plein entre le pays allié de notre protagoniste et Sigurd. Et je n'attendais pas à une telle fin de conflit, mais j'ai trouvé ça à la fois étonnant et à la fois passionnant. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite et j'espère pouvoir le lire très bientôt. Chez Mana Books, j'ai lu les tomes 2 et 3 de 365
5 Days to the Wedding. J'avais beaucoup apprécié le premier tome et j'étais assez curieuse de voir ce qui allait se passer par la suite, et je suis contente de voir que la romance potentielle entre nos protagonistes évolue de manière plutôt positive. On est sur un titre où deux personnes font croire qu'elles sont ensemble pour ne pas être mutées, parce que les personnes mariées ne seront pas mutées dans un pays très lointain au nord de la Russie. Et vraiment j'ai beaucoup apprécié, leur relation évolue de manière intéressante, ils finissent finalement un peu contre leur gré à rencontrer les parents de l'autre côté, et la fin du 3e tome amène un très gros suspense pour la suite. J'attends le 4e volume avec beaucoup d'impatience. On va chez Kiyun avec le 7e volume de Magus of the Library, largement le meilleur volume de ce titre. Les tomes de ce manga mettent très longtemps à sortir parce qu'il faut vraiment beaucoup de travail, je pense, au niveau des planches. C'est très détaillé, c'est très bien dessiné et j'apprécie beaucoup. Au-delà de ça, j'ai particulièrement apprécié ce volume parce qu'il met en place une question de censure. Qu'est-ce qu'on doit ou on ne doit pas censurer? Quelles sont les limites de la liberté d'expression? De très bons sujets ont été soulevés avec différents échanges et pas un point de vue unilatéral. J'ai vraiment aimé ma lecture, c'était captivant et je trouve que c'est bien de s'ouvrir l'esprit comme ça avec ce genre de lecture. Je vous recommande énormément ce titre, surtout si vous aimez la lecture en général. On reste chez Kiyun avec le 6e volume de l'annonce du soleil et de la lune. Ce tome a été un gros flashback de l'enfance d'un de nos antagonistes avec lequel le conflit se terminera également dans ce tome. Un conflit que j'ai trouvé très intéressant et le développement du personnage que j'ai trouvé très intéressant aussi. J'attendais pas ça et j'ai été très agréablement surprise. La fin du tome nous annonce une confrontation avec un peu le chef antagoniste très prochainement et je suis hyper curieuse, ça avance très bien dans un bon sens et de manière très intéressante. Toujours chez Kiyun, j'ai lu le second volume de DRCL, Midnight Children. Je vous avoue que pour pleinement saisir les événements de ce second volume, j'ai relu rapidement le premier pour vraiment me replonger dans cet univers qui est assez complexe à comprendre et en même temps très intéressant. La complexité que j'ai enfin pu situer, c'est que nous avons un personnage masculin qui parfois est un personnage féminin et qui selon son changement d'apparence change aussi de nom, donc des fois ça m'a un peu perdu dans la lecture mais ça va, j'ai su situer. Ce second tome était vraiment très intéressant, je pense qu'il finit un petit peu l'arc introductif de ce titre où on découvre donc Dracula, des RCL, quand on rajoute les voyelles ça fait Dracula, et comment il est arrivé en Angleterre et qu'est-ce qui va se passer, quels vont être nos protagonistes. Donc 2 volumes introductifs très intéressants avec un univers sombre et prenant et des planches absolument exceptionnelles. Ça fait longtemps que j'ai pas vu d'aussi beaux dessins et ça fait vraiment plaisir. On termine chez Kiyun avec le 3e volume de Kindergarten War. Je vous en ai déjà parlé récemment des 2 premiers volumes où je vous ai dit que vraiment je pars très positif pour ce titre et si un animé arrive rapidement je ne serais absolument pas étonnée. On est sur un titre d'action avec un fond de romance et de l'humour, vraiment le cocktail qui fait que ça marche dans l'univers des mangas. Je me plaignais un petit peu sur les 2 premiers volumes du manque d'une intrigue forte qui apparaît dans ce tome au travers d'un personnage pour le moment assez mystérieux qui me questionne et qui en même temps m'intrigue et m'intéresse. Je suis très curieuse de savoir la suite et j'apprécie beaucoup ce titre. On passe chez Nazca avec les volumes 2, 3 et 4 de Salad Days, donc un boys love dans l'univers du sport avec un personnage danseur et un personnage boxeur. J'avais beaucoup apprécié le premier volume qui nous introduisait nos personnages, leurs relations et leurs sports respectifs et malheureusement la suite de cette lecture m'a moins convaincue. La romance est très lente. On en est encore au stade où ils commencent à discuter. Donc on tourne un peu autour du pot. Je pense que l'objectif de ce titre est plutôt de mettre en avant le sport et que la romance va vraiment être au second plan. C'est pas tout à fait ce que j'attendais de cette lecture donc je ne pense pas que je vais poursuivre. Chez Michel Lafon, j'ai lu le second volume de Rose Bertin et quel bonheur ce titre! C'est un titre historique qui se passe dans notre univers, donc un titre totalement réaliste qui parle de personnages qui ont existé donc à l'époque de Marie-Antoinette et nous suivons donc Rose Bertin, une couturière particulièrement douée pour son métier. Si dans son métier les jeunes femmes utilisent notamment leur physique pour vendre, Rose Bertin elle utilise son talent et qu'est-ce que c'est agréable à lire d'avoir une protagoniste forte comme ça. Je veux plus de titres comme ça et c'est un pur bonheur à lire. Rose Bertin évolue beaucoup dans ce tome, il se passe énormément d'événements et elle va faire de très bons choix vis-à-vis de son travail et la fin du tome nous annonce une suite encore plus palpitante, j'ai très hâte.
On passe chez Meian avec un petit coup de cœur. J'ai lu le 6e tome de Make Up with Mud. Ce tome nous permet de voir la relation entre Miku et Yves se développer de manière très positive et je suis contente pour eux. Mais j'ai un petit peu peur de l'ex-fiancé de Miku qu'on a rapidement vu dans ce tome et dont on a découvert certains éléments sur lui. Je ne doute pas qu'il va très vite revenir à la charge et de manière assez négative et je suis très curieuse de lire ça. Toujours chez Meian, j'ai lu les tomes 3 et 4 de One Half of a Married Couple. Ça va être dur d'en parler sans vous spoiler, donc avancez un petit peu si jamais vous n'avez pas encore lu ces tomes ou que ce titre vous intéresse. Dans le tome 3, on découvre qu'effectivement il y a adultère d'après les éléments que notre protagoniste a pu récupérer, mais surtout dans ces tomes, on découvre que la jeune femme avec qui il y a adultère n'est pas du tout celle qu'on croyait et cette révélation a été hyper étonnante pour ma part, je ne l'avais pas du tout vu venir. Peut-être que je suis une lecture naïve, mais voilà, ça a parfaitement marché sur moi. Dans ce 4e tome, on apprend que c'est pas vraiment un adultère, mais que notre personnage masculin a eu la main un peu plus que forcée et que ça s'est pas très bien passé pour lui. Malgré tout, notre protagoniste féminine ne se sent pas prête à lui pardonner, à lui refaire confiance pour le moment, ce qui m'a assez étonnée parce que ça sentait la fin de titre et justement on va repartir dans une nouvelle boucle. Je suis assez curieuse de voir comment ça va se dérouler et quelle sera la suite pour ce titre. En tout cas, c'est un gros coup de cœur. On va chez Mangetsu avec le 4e volume de Pumpkin Night. Ça fait un moment que ce titre est sur la sellette chez moi, mais la fin du 3e tome m'avait laissé assez curieuse avec la mort d'un de nos antagonistes et le remplacement de ce personnage. Et vraiment, ce tome était mauvais. J'ai le sentiment que l'auteur s'est complètement perdu dans sa propre histoire et parti dans tous les sens avec, attention ça spoil, Pumpkin Night qui décède à la fin du 3e tome et un de nos protagonistes qui était censé être un gentil qui devient complètement fou et développe une double personnalité avec la personnalité de Pumpkin Night. Très bizarre, complètement surréaliste et pas du tout ce que j'attendais de ce titre horrifique. Donc vraiment c'est pas du tout pour moi ce développement et j'arrête là, c'est sûr. Toujours chez Mangetsu, j'ai lu le 4e volume de The Blue Flowers and the Ceramic Forest et j'aime particulièrement cette romance. Ce tome nous a permis de découvrir non seulement de nouvelles notions d'artisanat parce que la céramique est au centre de ce récit et j'ai été très curieuse de découvrir déjà les nouvelles formes proposées en termes de poterie mais aussi les nouveaux motifs et le prochain produit qui va être produit chez nos personnages, mais également le développement de leur romance. On a pu avoir un flashback sur les raisons de l'ex-copain d'Asao et pourquoi il est parti. Daoko, pas d'Asao. Et je trouve assez étonnant la justification. Pour moi, elle ne passe pas du tout et elle n'est pas du tout passée non plus. Et je trouve ça très agréable parce que les titres japonais ont tendance à trop facilement pardonner. Je l'aurais très mal accepté, donc j'ai beaucoup aimé ce développement. J'aime le développement de la relation entre nos deux personnages et j'aime toujours autant le côté artisanat très intéressant. On termine chez Mangetsu avec le 3e volume de Mother Parasite, un titre malsain et captivant. Si vous y lisez les liens du sang, vous trouverez beaucoup de choses en commun avec ce titre, vraiment. Donc on est sur un jeune garçon qui a une relation assez toxique avec ses mamans. Je dis ses mamans parce qu'il change régulièrement de maman jusqu'à trouver la maman parfaite. Et les adultes ne prennent pas assez Ryota au sérieux, à mon sens. Je pense que cet enfant est dangereux et qu'on n'a pas encore su jauger de manière pertinente ce qu'il est. Et pourtant on risque d'être étonné. J'aime énormément cette lecture et j'ai très hâte de lire la suite. On termine les suites chez Neotoon avec les tomes 4, 5 et si j'y arrive 6 de l'Or Olympus qui sont très gros et très lourds. De belles éditions reliées comme ça que j'apprécie particulièrement. J'avais pas été convaincue par l'Or Olympus quand je l'avais lu au format webtoon. C'était brouillon, je m'y perdais, il y avait trop de personnages et un chapitre par semaine, c'était un petit peu compliqué à suivre et là vraiment au format relié c'est un pur plaisir. C'est un coup de cœur, je pense qu'il va être très haut dans mon classement de cette année, j'aime énormément ma lecture, elle est très agréable. Je vais poser les tomes parce qu'ils sont très lourds. Mais dans le tome 4, on découvre beaucoup plus la relation entre Perséphone et Hadès et surtout la relation entre Hadès et Menté et c'est très intéressant avec un développement très chouette. Et dans les tomes 5 et 6, on voit qu'enfin les méfaits d'Apollon vont peut-être sortir au grand jour, mais pour le moment Zeus en a après Perséphone et sa mère et je suis très curieuse de voir ce qui va se passer par la suite après les révélations qu'on a eues sur le personnage de Perséphone et son passé. Vraiment je suis très surprise et j'ai très hâte de lire la suite. On termine le côté manga avec les suites et fins, je n'en ai que 2 à vous présenter, ça va aller plutôt vite. On commence chez Anna avec le Boys Love Dirgen, je lis de moins en moins de Boys Love, mais celui-ci on ne peut pas passer à côté. Une histoire absolument touchante où on découvre la romance entre
Trevor et Jen des années auparavant en lisant son journal. C'est très très bien amené, très intéressant et j'ai aimé le personnage du neveu de Trevor aussi. Une histoire vraiment très très prenante et très mignonne et un des meilleurs boys love que j'ai eu la chance de lire. C'est un gros coup de cœur. On termine avec pour moi le manga par excellence. Si je devais en recommander qu'un, je recommanderais celui-là. C'est pas forcément mon préféré, mais à mon sens c'est le meilleur en termes de dessin, d'écriture, de dynamique, etc. J'ai terminé Fullmetal Alchemist avec ce 18e tome. J'ai déjà regardé l'animé une bonne dizaine de fois. Je suis absolument fan du travail qu'Hiromu Arakawa a proposé sur ce titre. Cette Perfect Edition était la meilleure occasion de le découvrir au format papier et qu'est-ce que j'ai aimé découvrir Edward et Alphonse au format papier. La lecture était incroyable. Si vous connaissez la fin de Fullmetal Alchemist, vous savez que c'est super bien écrit, c'est très très étonnant la première fois qu'on le voit et c'est très très émouvant également. J'ai pleuré avec ce dernier tome, c'est un coup de cœur incommensurable et pour moi un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Si je devais recommander un seul manga, ce serait FMA et vraiment, peu importe l'édition que vous choisissez entre la standard, la double ou la perfect, il faut découvrir FMA ou même l'anime Brotherhood, ça vaut forcément le détour. On passe à la catégorie roman. J'ai 3 petits romans, enfin petits, tout est relatif. J'ai 3 romans à vous proposer et on commence de suite. On commence avec les nouveautés. J'ai lu Le Trône de Jasmin. Quand j'ai vu que le tome 2, donc l'épée du laurier rose, est sorti chez Hachette Heroes, je me suis dit il faut que je lise Le Trône de Jasmin pour savoir si je veux le continuer ou pas avant d'acheter la suite parce que c'est quand même des volumes onéreux. 33 € pour ce tome. Après il est gros franchement et j'ai pris le format relié que je trouve superbe. Donc avec comme ça une couverture brillante et un très bel effet et un jaspage orange qui se marie super bien avec le rose de la couverture. Et je peux vous dire que je n'achèterai pas l'épée du laurier rose, donc la suite de ce titre, parce que j'ai pas tant accroché que ça. Je dirais pas que c'est une mauvaise lecture, mais je dirais qu'elle a trop de faiblesses à mon sens et il y a trop de bons romans pour que je continue à lire quelque chose que je trouve moyen. Le Trône de Jasmin, c'est donc un roman qui s'inspire de l'univers indien, donc déjà forcément un univers pour ma part que je ne connais pas très bien, avec des noms propres, avec un orthographe pas toujours simple à lire pour ma part. On est sur un univers fictif avec un pays qui a plusieurs régions, 5 ou 6 si je ne me trompe pas, avec des religions et des manières de gouverner différentes pour chacune de ces régions et une vision très personnelle des choses, ce qui rend la lecture assez difficile au départ parce qu'il y a beaucoup d'éléments de world building à emmagasiner de manière trop rapide. On nous introduit trop de choses et on croule sous les informations. En plus de ça, dans ce premier volume, on a une dizaine de points de vue différents, donc en plus de nombreux personnages, on a de nombreux points de vue, dont certains pas toujours super utiles. Il m'a fallu bien la moitié de ce premier volume pour à peu près déjà situer de manière satisfaisante ce qu'il se passe, qui est lié à qui et comment, à quel pays, parce qu'on a une intrigue assez politique et également une intrigue un petit peu autour de la magie et d'une notion presque un petit peu religieuse également. C'était très compliqué à lire, je vous mens pas. Alors peut-être que j'ai pas l'habitude de lire des choses aussi compliquées, qu'il y en a certains qui vont trouver que c'est un avis excessif, mais j'ai trouvé ça vraiment compliqué à lire et pas agréable. La première partie ne m'a pas fait passer forcément un bon moment de lecture. Une fois que j'ai su situer nos personnages et l'intrigue, c'était un peu plus agréable et un peu plus intéressant. Malheureusement, la fin de ce premier volume était très prévisible et j'ai été globalement déçue par ma lecture. J'en attendais beaucoup parce que je suis jamais déçue chez Hachette Heroes et là j'avoue que Le Trône de Jasmin n'aura pas su me convaincre. On passe au roman One Shot avec le One Shot Stitch édité chez Lumen, donc qui est un roman jeunesse qui effectivement je pense est pour un public plus jeune que moi, ça c'est indéniable, je dirais plutôt collégien, voire si vous avez un enfant de primaire qui a l'habitude de beaucoup lire, ça pourrait passer. C'est pas un tome très épais, c'est écrit assez gros, le vocabulaire est relativement accessible ou à noter quand c'est des mots un petit peu plus compliqués, on sent que ça vise un public jeunesse. Pour autant, j'ai plutôt apprécié ma lecture dans la limite de ce qu'elle peut proposer parce que j'aime les intrigues un peu complexes, etc. Là, on est vraiment sur un développement assez prévisible mais pour autant sympathique. La force de ce titre, c'est qu'elle propose une vision très ouverte d'esprit sur l'acceptation de soi et des autres, surtout vis-à-vis des différences en termes d'apparence. On suit un jeune homme qui est un petit peu... l'équivalent de Frankenstein, hein, un espèce de monstre fait de différents bouts de corps humain mais qui a beaucoup plus d'empathie que certains humains. Très intéressant donc de découvrir comment il est rejeté puis accepté, quelle est la vision du monde que
que le monde peut avoir de lui, mais que par exemple il arrive tout à fait à se lier d'amitié avec un aveugle qui ne voit pas à quoi il ressemble parce qu'il reste quelqu'un de bien au fond, même si son apparence ne le retranscrit pas forcément. Donc une lecture je pense qui est très bonne pour l'ouverture d'esprit des plus jeunes comme des plus vieux parce que ça manque même à certains adultes. Très très sympathique, bien écrit et touchant avec une fin assez émouvante, ça reste très accessible, très facile à lire et j'ai beaucoup apprécié. On termine avec une fin de série roman et le second volume de Captive qui est en fait le troisième vu qu'il y a un tome 1.5 qui s'appelle Perfectly Wrong au milieu de tout ça. Je sais que certaines personnes déjà ont lu que les tomes 1 et 2 de Captive, je ne comprends pas comment vous avez pu apprécier et comprendre l'histoire sans avoir lu le tome 1.5 qui est pour moi le meilleur, celui où il y a le plus de révélations et où on voit la finalité de la confrontation entre le groupe mafieux qu'on suit et nos antagonistes. Donc vraiment si vous n'avez pas lu le tome 1.5 vous passez vraiment à côté d'un élément très important de l'histoire à mon sens. Pour ce qui est de ce tome 2 de Captive, il se passe donc bien plus tard, après la confrontation avec nos antagonistes, et je trouve que ça fait un petit peu défaut dans ce volume. Nos antagonistes ne sont pas présents et ça manque. On est donc sur le développement de la romance entre nos deux personnages principaux, donc Ella et Asher, qui ont une relation qui se développe petit à petit avec difficulté parce qu'ils ont toujours tous les deux plutôt pas mal de traumas et des difficultés à construire quelque chose de stable. Ce volume a été assez sympathique à lire, ça reste un coup de cœur mais pour moi c'est le moins bon de toute la saga Captive parce que ça manque d'antagonistes. On suit juste le développement de cette romance petit à petit, les différentes étapes avec bon quelques moments un peu plus palpitants et clés, mais ça reste globalement la romance entre nos deux personnages. C'était sympathique à lire, je regrette la surabondance de scènes explicites de sexe qui sont pas utiles à mon sens au développement, mais ça c'est plus subjectif parce que moi c'est pas des scènes que je trouve intéressantes ou prenantes. Pour le reste franchement c'était une très très bonne lecture, j'ai adoré nos personnages et l'univers autour de la mafia. En termes d'édition pure, je trouve que c'est le plus beau tome de tous ceux qu'on a. Le jaspage en fait avec les deux autres livres à côté forme un arbre, ce qui prend un petit peu plus de sens parce que c'est l'arbre qu'il y a sur une des chevalières de Asher, donc je comprends enfin le rapport entre le jaspage et l'histoire. Au bout du troisième tome, c'est pas trop tôt. Par contre, gros défaut de ce titre, et vraiment, l'éditeur ne fait aucun effort. BMR, vous faites votre travail avec les pieds, c'est un enfer. C'est-à-dire que ça, c'est une réédition. Le brochet de Captive est sorti il y a plus d'1 an, et vous n'avez pas été capable de corriger les fautes de frappe. Je ne suis pas très forte en français, mais quand il y a des fautes d'orthographe qui me brûlent les yeux, et même des fautes de frappe, comme des lettres qui sont laissées après un point d'interrogation parce qu'elles ont oublié d'être enlevées. Vraiment, on voit qu'il n'y a pas d'amour qui est porté à cette édition, que l'éditeur ne met pas d'effort dans leur texte, alors qu'une relecture, c'est pas si compliqué que ça à faire, et ça, c'est trop dommage. Donc voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont publié. On nous a introduit dans ce titre Lake Stone, qui est un autre titre de cette autrice que je pense je lirai avec grand plaisir. J'attends de voir s'il a le droit à un relié ou non parce que pour le moment il n'y a que le brochet disponible. Mais j'aimerais vraiment que cette maison d'édition fasse un gros effort sur la qualité de leur écriture. On passe maintenant aux jeux vidéo. J'ai un petit peu joué ce mois-ci mais pas tant que ça toute seule. On a surtout beaucoup joué à deux avec mon copain. Moi j'ai joué un tout petit peu à la dernière mise à jour qui date du 26 juin de Disney Dreamlight Valley où on voit arriver Mulan. On en reparlera plus le mois prochain je pense parce que j'ai pas terminé. Et j'ai toujours pas comment continuer mon jeu solo Paléopinès, donc pareil on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on a fait quelques jeux à deux. On a tout d'abord fait Paper Mario Color Splash sur la Wii U. En fait ce qu'on a fait avec mon copain c'est qu'on s'est fait un petit pot avec des petits papiers avec tous les jeux qu'on a envie de faire à deux. Et même s'ils sont pas forcément deux joueurs, on se débrouille. Et donc on a pioché Paper Mario Color Splash, alors qui est un jeu solo, donc on s'est changé la manette au bout d'un certain temps, toutes les heures ou toutes les demi-heures en fonction du temps que vous voulez y passer, voilà. Chacun à notre tour et vraiment je pense que ça c'est devenu mon Paper Mario préféré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Paper Mario Color Splash que je trouve hyper complet et le plus abouti de tous les Paper Mario que j'ai eu entre les mains jusqu'ici. J'ai pas tant d'éléments de comparaison que ça, j'ai fait celui sur Wii et également Origami King sur la Switch. Donc voilà, faudra que je fasse les autres parce que j'aime beaucoup cette licence, mais Color Splash est pour moi incroyable. J'ai déjà beaucoup aimé le principe de redonner de la couleur à la map tout entière, dans chaque niveau et à différents éléments, de tout peindre et de chercher avec son marteau de quoi colorer. J'ai
également beaucoup aimé Peinturion qui nous a suivis tout le long de l'aventure, et surtout il n'a pas les faiblesses que les autres Paper Mario ont, c'est-à-dire le système de combat avec des cartes à peindre et beaucoup de sortes de cartes différentes avec des combos différents à faire. On a vraiment un système de combat qui se renouvelle et qui est agréable, et j'ai passé un super moment de jeu. Au-delà de ça, le jeu n'était pas si simple que ça, avec certains moments où c'était pas si facile que ça de faire le 100% parce qu'on a fait le 100% complet de chaque niveau. Donc entre les découpages et la peinture à faire, c'était pas toujours facile. Au-delà de ça, l'aventure était assez longue, on y a passé pas mal d'heures et surtout elle se renouvelle bien. Les niveaux changent les uns des autres, il y a parfois des petites énigmes, des petites choses à trouver, des niveaux vraiment différents. C'était super chouette de découvrir tous ces niveaux et surtout de pas forcément toujours les faire dans l'ordre, de devoir parfois y revenir après avoir débloqué un objet spécial ou un nouvel élément, et un petit peu d'aller de niveau en niveau, de venir, de repartir, mais également tous les petits mini-jeux qui pouvaient se présenter. Paper Mario Color Splash a été un énorme coup de cœur, c'est un jeu très complet. Pour le moment, c'est le meilleur jeu que j'ai fait de cette année 2024. Alors je n'ai pas fait beaucoup encore, j'avais un rythme plus soutenu de jeu l'année dernière, ma foi ça arrive. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce jeu et c'était pareil pour mon chéri. Vraiment on a passé un super moment dessus. On a ensuite pioché Kirby Star Allié, que pour ma part j'avais déjà fait mais que mon copain n'avait jamais fait. On avait fait quelques jeux Kirby ensemble, notamment Kirby et le monde oublié ou Kirby Dream Land Deluxe sur la Switch, et il avait bien apprécié, il avait envie d'en faire d'autres. Et Kirby Star Allié est un jeu jusqu'à 4 joueurs en local, donc c'était parfait. C'est vraiment un très bon Kirby, j'aime beaucoup ce jeu. On peut donc y jouer à deux en jouant chacun des personnages différents, et les pouvoirs que Kirby peut emmagasiner en gobant ses ennemis peuvent être mélangés pour obtenir encore de nouveaux pouvoirs. Le nombre de possibilités dans ce jeu est très grand, surtout en faisant des combos avec les différents personnages pour obtenir de nouveaux pouvoirs. Les niveaux étaient vraiment sympathiques, bien que pas très difficiles, on est mort très peu de fois et c'est un jeu qui reste très accessible et très simple. Le gros bémol que j'ai à faire, c'est que le jeu est extrêmement court, l'aventure dure une dizaine d'heures, ce qui est très peu. À côté de ça, pour faire le 100%, on aura quelques mini-jeux et autres, mais qui sont pas forcément passionnants et vite redondants, donc ça c'est dommage. Pour ça c'est un très bon Kirby, mais sur la Switch c'est pas la meilleure proposition. Le monde oublié ou Return to Dreamland sont bien meilleurs que Star Allié, même si Star Allié était super et je suis particulièrement fan de la bande son, mais malgré tout il était vraiment trop court. Côté jeu, ce sera tout pour ce mois-ci, et donc à deux nous avons commencé Paper Mario et la Porte Millénaire, donc le remake du jeu GameCube. Peut-être qu'on l'aura fini le mois prochain, peut-être pas. On a pris chacun un jeu et on joue en même temps, vous savez comme on a l'habitude de faire. Donc quand il y a un jeu qui nous intéresse tous les deux, pour pas se spoiler mutuellement, on achète deux jeux. Il y en a un qui joue sur la Switch en portable et un qui joue sur la télé, on échange et on joue et on avance en même temps pour pas spoiler l'autre. Donc voilà, j'espère qu'on aura avancé la Porte Millénaire et qu'on pourra en parler le mois prochain. Côté animé, j'ai regardé la première saison de A Condition Called Love, qui est donc l'adaptation du manga À tes côtés, édité chez Akata. J'avais lu les premiers tomes du manga et j'avais été un petit peu dérangée par le personnage d'Ananoi, que je trouvais assez excessif, avec parfois des comportements toxiques, ce que j'ai tout à fait retrouvé dans l'animé. Je me suis quand même accrochée, j'ai fini cette première saison qui était plutôt agréable, mais je pense que, je sais pas, je suis peut-être devenue trop vieille pour ce genre de shoujo, mais ça m'a pas emballé. C'était très classique, il n'y a pas eu vraiment de surprise ni quoi que ce soit. C'était une bonne saison, mais juste une romance vraiment comme les autres, avec la relation entre Ananoi et Otaro qui se développe petit à petit. Je sais pas combien d'épisodes pour se tenir la main et toute une saison pour s'embrasser, et je pense que juste j'attends plus aujourd'hui des romances. Je veux plus de romances comme The Danger in My Heart ou My Happy Marriage qui renouvellent vraiment le genre, et c'était sympa, franchement c'était une bonne saison. Mention spéciale pour l'ending que j'ai beaucoup écouté et apprécié, mais malgré tout s'il y a une seconde saison je suis pas sûre que je la regarderai parce que je me suis un peu ennuyée. On passe à la première saison de Windbreaker. Je l'attendais très impatiemment. J'avais lu l'équivalent de cette saison en manga, donc le titre est édité chez Pika et cette première saison correspond à peu près aux 5 premiers tomes. Donc je savais ce qui allait se passer, mais j'avais très hâte. Windbreaker m'a tout de suite convaincue à la lecture et je peux dire que l'animé m'a encore plus convaincue. Cloverworks a fait un super travail d'animation, surtout au niveau de la couleur et de la luminosité. Que ce soit le choix d'opening ou d'ending, les deux étaient
parfaitement choisis et très très agréables, je les écoute régulièrement et l'animation était vraiment qualitative. Ça a été un vrai plaisir de retrouver Sakura mais aussi tous les autres membres des Windbreaker dans cette première saison. J'ai un coup de cœur tout particulier pour le personnage de Suho qui me plaît énormément. On a pu avoir leur confrontation avec les Lionhead et l'annonce un petit peu de nos prochains antagonistes et de la prochaine saison qui aura lieu en 2025. Je sais pas si je vais continuer le manga vu que pour le moment je préfère l'animé. Si je tombe sur des tomes d'occasion peut-être, mais sinon je pense qu'à terme je vais arrêter le manga pour me consacrer uniquement à l'animé que je trouve meilleur. J'ai absolument adoré Windbreaker, ça a été un gros coup de cœur en animé pour moi, c'était plutôt un 4 sur 5 au niveau du manga, l'animé est un coup de cœur. J'ai absolument adoré cette saison, j'adore le personnage de Sakura, j'ai adoré les différentes confrontations qu'on a eues et l'animation permet d'encore relever le niveau de tout ça. Donc voilà, j'ai passé un super moment, je vous le recommande très fortement, que ce soit en manga qui est très qualitatif et encore plus en animé. On termine les animés avec la première saison de Kaiju Number 8. Le manga est également édité chez nous, j'ai lu les 7 premiers tomes, j'ai les tomes 8 et 9 dans ma pile à lire, le titre est donc édité chez Crunchyroll et donc j'avais lu l'équivalent de cette saison donc je savais ce qui allait se passer et j'ai quand même beaucoup apprécié cette première saison. L'animation était très très qualitative et on a eu particulièrement certains combats, notamment contre le directeur qui était particulièrement quali. On voit qu'ils ont mis le budget dessus et ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé cette première saison, j'ai trouvé que l'animé, contrairement au manga, avait une touche humoristique encore plus soutenue et j'ai apprécié l'humour proposé. Je trouve que l'humour est moins mis en avant dans le manga et que c'est un bon choix au niveau de l'animé de mettre comme ça en avant, ça a été très très agréable, j'ai vraiment apprécié. L'animé était super, on découvre donc nos personnages principaux et également Kafka Ibino, notre personnage principal, mi-humain, mi-kaiju. La première saison s'est terminée de manière très intéressante, sans vous spoiler, mais j'ai vraiment apprécié et je me doutais qu'il finirait la première saison sur cet événement. C'était très très bien, la seconde saison a déjà été annoncée sans aucun étonnement parce qu'à mon avis Kaiju a beaucoup plu. Je lui mettrai je pense un 5 sur 5, c'est vraiment une très bonne note parce que je suis assez sévère. J'ai donc des tomes du manga dans ma pile à lire, mais vu que je n'ai pas volonté d'acheter beaucoup de choses chez Crunchyroll parce que j'ai rencontré des problèmes avec eux, avec un grand manque de professionnalisme, donc j'ai aucune envie de mettre en avant les titres qu'ils peuvent éditer. Je pense que je vais lire les 2 tomes de Kaiju qui restent dans ma pile à lire et ensuite je me séparerai de la série pour me consacrer uniquement à l'animé qui est très qualitatif et qui fait largement le taf. Et donc voilà pour le bilan de ce mois-ci, très divers et varié et très rempli. On a 61 mangas, 3 romans, 3 animés et 2 jeux. Un bilan ma foi plutôt chouette. Je vise 65 mangas par mois donc j'étais pas si loin que ça dans mon objectif et j'ai dépassé mon objectif roman de 2 romans par mois donc écoutez, je suis plutôt satisfaite. Dites-moi ce qui a marqué ce mois-ci dans vos consommations de médias divers et variés, jeux, animés, lecture, etc. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos belles découvertes comme vos grosses déceptions, je serais curieuse de le découvrir. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, on se retrouvera pour le bilan de fin de mois. Et bye tout le monde!